On ouvre cette édition de ce jeudi 30 mars avec la visite de Kamala Harris du côté du Ghana. Sa visite qui s'est donc achevée à Accra alors qu'elle a rencontré mercredi des femmes entrepreneurs ghanéennes lors d'un dernier événement au Ghana avant de se rendre en Tanzanie et en Zambie dans le cadre de sa tournée d'une semaine en Afrique. Kamala Harris a donc couronné une série d'officiels américains qui se sont rendus dans plusieurs pays africains, notamment la secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen et le secrétaire d'État Anthony Blinken. Ces visites s'inscrivent dans les tentatives des États-Unis de contrecarrer l'influence grandissante de la Chine et de la Russie sur le continent africain. Et donc lors de sa visite au Ghana, visite qui a démarré dimanche dernier, la vice-présidente américaine a donc rencontré le président Nana Akufo-Addo et participé à un banquet d'État. La vice-présidente a également annoncé $1 milliard de financement public et privé pour l'autonomisation économique des femmes lors de son discours. Harris devrait donc quitter le Ghana en direction de la capitale commerciale tanzanienne, Dar es Salaam, où elle va rencontrer la présidente Samia Suluhu Hassan dans cette journée de jeudi. Au terme de cette visite, la vice-présidente va également se rendre demain vendredi en Zambie pour une rencontre avec le président Hakainde Hichilema et prendre part à plusieurs événements. La tournée africaine de Kamala Harris s'achève dans la journée du samedi 1er avril pour revenir aux États-Unis dans la journée de dimanche prochain. Et voilà donc la situation en ce qui concerne la tournée de la vice-présidente américaine en terre africaine, Kamala Harris, qui est d'abord passée par le Ghana. Depuis ce jeudi, elle est donc en terre tanzanienne. Ensuite, direction la Zambie. On va rester sur cette actualité et recevoir dans ce journal le premier invité. Il s'agit de Gamal Abina, avec qui on va parler de cette tournée africaine. On va dire multiples tournées africaines des représentants diplomatiques de plusieurs pays. C'était Sergueï Lavrov de la Russie. Les États-Unis ont déjà envoyé 3 représentants en Afrique. Il y avait tout d'abord Anthony Blinken à Gamal Abina. Bonsoir à vous. Il y a eu aussi la visite de Trésor Janet Yellen. Alors comment est-ce que vous comprenez ces multiples tournées africaines, notamment, ou alors tout d'abord des représentants américains à Gamal Abina? Bonsoir à vous une fois de plus. Bonsoir. Donc oui, simplement d'expliquer que c'est une opération de charme. D'abord, il n'y a pas trop de risques aux pays anglophones. Le Ghana, Zambie, Tanzanie, ce sont des pays qui parlent l'anglais. Donc elle a le sentiment quand elle va là-bas, je parle de Kamala Harris, d'arriver dans un terrain plus ou moins conquis. Il y a une relation très forte entre les États-Unis et le Ghana à l'origine, mais il se trouve qu'aujourd'hui, la relation est distendue largement. C'est une façon d'essayer de rattraper le retard parce qu'il faut rappeler les données économiques de base. Les États-Unis, en 20 ans, sont passés de plus de 180 milliards de dollars d'échanges avec l'Afrique à 64 milliards aujourd'hui. La Chine, en revanche, en 20 ans, est passée de 10 milliards de dollars d'échanges à 280 milliards, dans des investissements massifs, considérables et structurants, ce que les États-Unis, évidemment, n'ont jamais fait. Donc on parle non seulement d'échanges commerciaux, mais surtout d'échanges en termes d'investissement, de production et de capacité de création de richesse que les États-Unis n'autorisaient pas. Les États-Unis étaient juste un grand commerçant qui vendait des produits manufacturés à l'Afrique en l'endettant. La Chine propose un partenariat stratégique parce qu'elle y trouve son intérêt. Elle a les minerais, les matières premières, tout ce qui est métaux, fer, or, diamants, cuivre et surtout évidemment le pétrole, gaz et autres produits énergétiques de base pour ces centrales nucléaires. Ça pour dire que si Kamala Harris aujourd'hui se présente en Afrique, elle joue la carte de la séduction en mettant en avant sa vague origine noire africaine, bon très très vague origine, c'est une métisse un peu africaine, un peu européenne, un peu indienne, mais surtout oubliant par là même que son africanité se réduit à pas grand chose, beaucoup moins importante d'ailleurs qu'Obama, mais surtout c'est une façon de dire aux Africains, je suis un peu comme vous. J'en veux pour preuve, par exemple, quand elle parle à Samia Hassan, la présidente de la Tanzanie, elle ose présenter son portable avec une musique de Tanzanie, ce qui est assez ridicule. On imagine difficilement une vice-présidente américaine écouter autre chose que du Michael Jackson ou du Stevie Wonder. Mais là, elle nous présente une volonté de séduction pour donner l'impression qu'elle est avec eux. Tout cela, c'est du rattrapage, comme vous venez de le souligner. Il y a eu Yellen Harris avant, il y a eu aussi Blinken, qui n'a pas arrêté de faire des tournées avant de plus finir, avec des propositions concrètes économiques assez ridicules aussi. Il propose de mettre 100 milliards sur la table.
Là, ils ont monté un peu la voilure je crois, non, de 55 milliards, on est passé à 100 milliards ou 150 milliards. Bref, c'est de la surenchère verbale, mais dans les faits, les Africains ont bien vu que depuis 60 ans d'indépendance, les États-Unis n'ont jamais été vraiment leurs amis, bien au contraire, et qu'ils ont alimenté souvent des guerres civiles. La dernière en date qui a failli déraper, c'était le Tigré, alimenté aussi par Washington. On se souvient que les Tigréens ont signé un accord pour faire la guerre à l'État fédéral d'Éthiopie. Donc tout ça, les Africains le voient parfaitement et l'entendent. Maintenant, ils ont une carte à jouer. Les États-Unis jouent la carte de la séduction par le portefeuille comme d'habitude, par le porte-monnaie, en donnant l'impression qu'ils sont les amis des Africains et que les Chinois seraient leurs ennemis, puisque Blinken déteste la Chine et qu'ils se savent concurrents. Pour l'instant, la Chine est très bien installée en Afrique et ça se passe très très bien. Les États-Unis ont une moins bonne image, évidemment, de par leur passé, de par même leur passé de ségrégation, de soutien à l'apartheid en Afrique du Sud. Tous ces éléments-là contribuent vraiment difficilement à redorer le blason des États-Unis. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, effectivement, dans cette course à la séduction, eh bien, il y a les paroles, il y a les actes. Quand Kamala Harris va arriver, par exemple, en Tanzanie, elle va sans doute prendre une autoroute qui a été construite par les Chinois. Sans doute peut-être arriver dans un aéroport qui a été construit par les Chinois, ça a déjà été dit. Et finalement, prendre le micro peut-être d'enceinte chinoise, c'est-à-dire un peu le niveau de présence chinoise en Afrique aujourd'hui. Et de l'autre côté, elle fait des sourires, elle serre des mains, elle donne le sentiment que les États-Unis, c'est un État formidable. Mais dans les faits, c'est juste une concurrence entre deux empires qui sont en train de s'installer. Le premier déclinant états-unien, le second puissant, montant en puissance en Afrique, l'empire chinois qui reste l'empire du milieu éternel, puisque la Chine, déjà depuis 400 ans, tenait à peu près le commerce mondial avant d'être détruite par les guerres de l'opium. Ne faut-il pas s'offusquer au regard de ces multiples tournées des représentants étrangers ou alors des représentants européens sur la sphère africaine? Ça fait 3 représentants diplomatiques comme ça concernant les États-Unis qui ont déjà effectué ce qu'on a pris l'habitude d'appeler tournée africaine. Ne faudra-t-il pas craindre pour la suite en ce qui concerne cette bataille, ces batailles diplomatiques interposées, que ce soit entre la Chine et les États-Unis ou même la Russie et les États-Unis, puisqu'il y a véritablement une petite sorte de guerre entre ces pays-là en ce qui concerne bien sûr la séduction ou alors le partenariat avec les pays, les États africains. Alors la politique de la canonnière a vécu. Les États-Unis ne vont pas venir avec des bombes ou des armements pour convaincre. Ça, c'est fini. Ils se rendent bien compte que ça ne fonctionne plus. Aujourd'hui, on est dans un monde qui est redevenu un monde bipolaire, de guerre froide, littéralement, avec une nouveauté. La Chine est alliée de la Russie. Ça, c'est plutôt étonnant. Ce n'était pas le cas à l'époque. En 72, il y avait une rupture entre la Chine et la Russie. Aujourd'hui, cette alliance stratégique s'est mise en place pour des raisons X ou Y, particulièrement des raisons économiques du côté chinois, et puis pour les raisons sécuritaires côté russe. Donc on a compris qu'effectivement, le monde s'est scindé en 2 parties. Le bloc occidental, pour faire simple, avec des puissances occidentales qui ne sont pas d'accord entre elles. Parce que les Américains voient d'un très bon œil le déclin de la France en Afrique. Ils espèrent prendre la place de la France, évidemment, tout comme les Anglais. De l'autre côté, les Chinois et les Russes, par contre, travaillent de concert. Les Chinois assurant le service après-vente économique, quand les Russes assurent le service après-vente militaire aujourd'hui. Il y a d'autres pays importants comme la Turquie ou l'Iran qui commencent à se positionner, mais il y a une véritable guerre économique qui est mise en place et qui n'est plus une guerre de militaire ou de volonté de conquête territoriale ou encore même de néocolonialisme direct. Aujourd'hui, on est dans un partage des puissances et ceux qui ont un véritable rôle important à jouer et surtout peuvent tirer leur épingle du jeu, ce sont les chefs d'État africains. D'ailleurs, on l'a entendu avec le discours au Ghana. Le président du Ghana a dit simplement, nous avons le choix de nos partenaires. Il dit clairement, comme tous les pays africains, c'est maintenant ce qui est dit, c'est très simple en vérité, puisque ça permet d'autoriser des concurrences saines, peut-être qualitatives, l'amélioration des relations internationales et surtout d'améliorer le niveau de vie des Africains qui était quand même très très bas. C'était le continent le plus en retard par rapport au reste du monde. Donc tout ça donne le sentiment effectivement qu'il y a une bataille diplomatique et économique qui est en train de se mettre en place, sans doute pas militaire, je m'attends pas à ce qu'il y ait des dérapages de point de vue, mais par contre, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui sont en position de force, ce sont ceux qui ont l'oreille, qui écoutent les États-Unis, et qui viennent écouter les doléances américaines, qui veulent les séduire, qui font de même avec les Chinois, bien sûr, mais qui ont bien compris que l'importance qu'il représentait sur un plan politique, économique et culturel maintenant, parce qu'on parle de plus de culture, de l'Afrique n'est pas anodine. J'en veux pour preuve, par exemple, que l'Afrique c'est 54 pays, donc sur le plan de la représentation au Conseil de sécurité, ça revient à peu près en gros à 1/3 des voix du Conseil, ce qui n'est pas rien, sachant que le poids africain est de plus en plus important, mais qui n'a toujours pas de membre permanent.
Donc tout ça, ce sont des éléments qu'il faut prendre en considération. Mais aujourd'hui, effectivement, le vent a tourné. À l'époque, il y avait des guerres par destination, par procuration, des guerres par proxy, comme on les appelait. C'était plutôt violent. Aujourd'hui, l'Afrique peut espérer, avec un retour de ce rééquilibrage mondial, où on n'est plus dans un monde unipolaire pro-américain, mais un monde multipolaire, elle peut espérer le choix de ses partenaires, un choix sain, réfléchi, ne pas tomber dans le piège, évidemment, d'un partenaire qui redevienne une sorte de père à la morale ou de colon, simplement. Donc, ces éléments doivent être pris en compte, mais ce qui est certain aujourd'hui, c'est que l'Afrique a des choix et que les États-Unis, qui jouent l'opération de séduction, sont très en retard, en vérité. Ils envoient des tournées, on a pu finir depuis un an, ces 3 ou 4 tournées qui sont succédées avec des sommets États-Unis-Afrique, mais ils n'ont pas beaucoup de sommets derrière eux. Il faut voir que les Chinois ont plus de 20 sommets, que les Français ont 74 sommets depuis les années 70, que les Turcs ont 7 sommets aujourd'hui, les Russes aussi alignent les sommets, 3 ou 4 maintenant. Donc c'est vous dire un peu le retard pris par les États-Unis sur la scène africaine. Donc aujourd'hui, la seule chose qu'on peut retenir, c'est que si les États-Unis viennent avec ce discours de séduction, avec ses bonnes intentions, avec le porte-monnaie entre guillemets ouvert ou le carnet de chèques bien rempli, c'est que vraiment ils voient le danger chinois arriver sur l'Afrique, moins russe d'ailleurs, plutôt chinois, et que comme un concurrent naturel des États-Unis, la Chine deviendrait pour les États-Unis non seulement un concurrent, mais peut-être celui qui tuerait l'économie américaine. Donc ce risque est évalué, c'est la raison pour laquelle, effectivement, les États-Unis essaient de séduire et non plus d'attaquer les Africains. Kamala Bina, rendez-vous certainement dans nos prochaines éditions d'informations, alors que la vice-présidente américaine et tanzanienne, on l'a rencontré, la présidente de la Tanzanie, Samia Suluhu, ensuite direction la Zambie avant de rentrer du côté de Washington. Afrique Média, le monde, c'est nous.